Au Burkina, des villes sous blocus djihadistes appellent à l'aide. Les habitants de la province du Yaga dépendent des ravitaillements effectués sous escorte militaire, régulièrement attaqués par les groupes armés. Des habitants rassemblés sur le site d'une attaque dans le village de Solan au Burkina Faso, le 7 juin 2021. Copyright service de presse du Premier ministre du Burkina Faso, Andou via une manifestation a eu lieu le 19 novembre à Seba, dans le nord et du Burkina Faso, pour demander un renforcement de la sécurité et le ravitaillement de 2 communes sous blocus de groupes djihadistes. Seba et Solan, situés dans la province du Yaga, sont dans l'inquiétude totale des populations vivant nuit et jour sous la menace, a écrit dans un communiqué Issa Hama, coordinateur du collectif à l'origine de la manifestation. Sécurité alimentaire compromise. Les habitants de la province demandent l'arrivée d'un convoi de ravitaillement à Seba et Solan au mois de novembre, car le dernier date d'il y a 6 mois, selon le coordinateur. Les habitants de Seba et Solan vivent sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois et dépendent des ravitaillements effectués sous escorte militaire. Les groupes armés attaquent ces convois, compromettant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. Solan a connu en juin 2021 l'une des attaques le plus meurtrières du Burkina. 132 personnes avaient alors été tuées. Une association de femmes de la province réclame de son côté la création de forages dans les 2 localités, rapportant des difficultés d'accès à l'eau potable, quand les patients meurent souvent par manque de produits ou de personnel soignant, déplorait-elle dans un communiqué. Le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes depuis 2015. Ces violences ont fait en tout plus de 26 000 morts, dont plus de 13 500 depuis le coup d'État de septembre 2022 portant au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. L'impératif de sécurité régionale pour protéger le bassin du Congo comprenant près de 200 millions d'hectares de forêts tropicales denses et de sols de marais tourbeux, le bassin du Congo absorbe plus de dioxyde de carbone que n'importe quelle autre région du monde. Son absorption annuelle nette de dioxyde de carbone est 6 fois supérieure à celle de la forêt amazonienne. Le bassin du Congo est un trésor inestimable non seulement pour les 6 pays qui abritent la majeure partie de la forêt: le Cameroun, la République centrafricaine RCA, la République démocratique du Congo RDC, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Sans un bassin du Congo intact, les efforts visant à atténuer le réchauffement climatique et ses nombreux effets secondaires extrêmes resteront vains. Pourtant, on estime que les forêts du bassin du Congo diminuent de 1 à 5% par an et que 30% de la couverture forestière a disparu depuis 2001, en grande partie à cause de l'exploitation commerciale et minière non réglementée. Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Le Bénin veut mobiliser des financements innovants pour sa transition climatique. Le Bénin souhaite mobiliser des ressources publiques et privées pour soutenir l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique, tout en préservant la viabilité de la dette. C'est ce que révèlent des initiatives qu'il a présentées à la COP avec le soutien de ses partenaires. Le gouvernement du Bénin met en œuvre une stratégie de monétisation du carbone soutenue par 2,5 millions de crédits carbone issus de projets énergétiques et d'agriculture régénérative, gérés par l'Autorité nationale d'enregistrement du carbone, et prévoit d'étendre ces initiatives dans collaboration avec la Banque mondiale par l'intermédiaire du fonds fiduciaire SCAL afin de renforcer les activités basées sur la nature. Pour rappel, lors du Climate Finance Roundtable de juillet 2024 à Cotonou, le Bénin et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir la création d'une plateforme nationale de financement climatique visant à combler un déficit de financement de 10 milliards de dollars d'ici 2030. VOA. Judith Suminwa appelle le Canada à soutenir le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais attend d'abord du Canada d'être le porte-voix de la RDC dans le processus de pacification de sa partie et du pays, a affirmé la première ministre Judith Suminwa, lundi 18 novembre à Ottawa. La chef de l'exécutif congolais a fait part de son regret sur l'absence de sincérité du régime rwandais dans les discussions relatives au processus de Luanda, indique une dépêche de la primature. Judith Suminwa l'a déclaré lorsqu'elle recevait en audience, ce même lundi à Ottawa où elle séjourne, le ministre canadien du Développement international, Amadou San. Les échanges entre les 2 personnalités ont essentiellement porté sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Le gouvernement canadien plaide pour le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour Amadou San, la position de son gouvernement est claire à ce sujet. Le Canada appelle au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et est contre toute forme de recours à la violence. Radio Okapi. Au Burkina, des villes sous blocus djihadistes appellent à l'aide. Une manifestation a eu lieu le 19 novembre à Seba, dans le nord-est du Burkina Faso, pour demander un renforcement de la sécurité et le ravitaillement de 2 communes sous blocus de groupes djihadistes. Seba et Solan, situés dans la province du Yaga, sont dans l'inquiétude totale. Les populations vivent nuit et jour sous la menace, a écrit dans un communiqué Issa Hama, coordinateur du collectif à l'origine de la manifestation. Les habitants de la province demandent l'arrivée d'un convoi de ravitaillement à Seba et Solan au mois de novembre, car le dernier date d'il y a 6 mois, selon le coordinateur.
Les habitants de Seba et Solan vivent sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois et dépendent des ravitaillements effectués sous escorte militaire. Les groupes armés attaquent ces convois, compromettant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. Jeune Afrique avec AFP. Lutte antiterroriste en Côte d'Ivoire. Avec Alassane Ouattara a-t-il passé des accords au cours des derniers mois? Le gouvernement ivoirien a fait le choix de diversifier ses partenaires en matière de coopération militaire. Fin octobre, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Défense, s'est ainsi rendu en Turquie afin d'assister à la 4e édition du Salon de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale SAA Expo 2024. En marge de ce rendez-vous, il s'est entretenu avec son homologue turc Yazar Gulay, avec qui il a évoqué ses inquiétudes, partagées par de nombreux gouvernements ouest-africains. Ces derniers se préoccupent de la livraison de certains matériels militaires aux pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, par des sociétés turques. Ces équipements de dernière technologie tombent parfois entre les mains des groupes djihadistes pendant les combats, faisant planer des risques sécuritaires sur l'ensemble de la région. Les deux hommes ont par ailleurs conclu une convention de partenariat pour la formation des forces de défense ivoiriennes par l'armée turque. La France, allié historique, continue de collaborer intensivement avec les Ivoiriens et multiplie les exercices militaires, navals, terrestres et aériens. Elle a d'ailleurs doté le pays de frégates pour la marine de leur côté. Les Américains, qui travaillent avec les Ivoiriens via l'Africom, tentent de progresser dans les négociations entamées pour elles. Continuent de plaider pour une cohabitation des deux armées. Jeune Afrique. Mozambique. Le principal opposant appelle à 3 jours de deuil après la mort de 50 manifestants. Le chef de l'opposition mozambicaine appelait ses partisans à 3 jours de deuil, à partir du mercredi 20 novembre, pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations qui ont suivi les élections contestées d'octobre. Dans un discours diffusé sur Facebook et suivi par des dizaines de milliers de personnes, Venancio Mondlane a de nouveau exigé, mardi, un recomptage des voix du scrutin du 9 octobre qui, selon la commission électorale, a été remporté haut la main par Daniel Chapo, du Front de libération du Mozambique, Frelimo. Au pouvoir depuis 49 dans l'ONG mozambicaine Centre pour la démocratie et les droits humains CDDA comptabilisé au moins 65 morts, affirmé à l'agence France-Presse AFP son responsable, André Mulingo. Le Monde avec AFP. Ouganda. L'opposant Kizza Besigye kidnappé et détenu. Selon son épouse Winnie Byanyima affirme que son mari a été enlevé au Kenya et transféré dans une prison militaire d'Ouganda. Winnie Byanyima, directrice de l'ONU-SIDA, a demandé au gouvernement de libérer immédiatement son mari, ancien proche devenu opposant au président Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986, autrefois proche de Yoweri Museveni, dont il a été le médecin personnel du temps de leur lutte armée. Contre l'ancien dirigeant ougandais Milton Obote, Kizza Besigye a quitté le mouvement de résistance nationale ou NRM, pour National Resistance Movement en anglais, au pouvoir en 2001. Leader de l'opposition, il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2001 28% des voix, 2006 37,3%, 2011 26,01% et 2016 35,61%. Le Monde avec AFP. Législative au Sénégal. La victoire annoncée du PASTEF redessine la carte électorale 2 jours après la tenue du scrutin. Les résultats officiels provisoires des législatives anticipées ont été rendus publics ce mardi 19 novembre au Sénégal. S'il confirme l'hégémonie du PASTEF, il montre aussi que l'ancien président Macky Sall a manqué son retour sur le devant de la scène à la tête de la coalition d'opposition Takualu. Arrivée certes en 2e position, elle reste malgré tout bien loin derrière le parti au pouvoir. Les résultats des législatives anticipées rendus publics mardi 19 novembre au Sénégal confirment le raz-de-marée du PASTEF qui arrive en tête dans 40 des 46 départements du pays et dans 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Parmi les enseignements notables à retenir, il y a aussi le fait que des bastions de l'ancien régime qui avaient résisté aux sirènes du PASTEF à la présidentielle ont 7 fois basculé. Tel est par exemple le cas des départements de Foundiougne et Fatick, dans le centre du pays, 2 anciens fiefs de l'ex-président Macky Sall qui en est originaire et réputé imprenable. Même constat également dans le nord, dans le département de Dagana frontalier avec la Mauritanie, qui était lui le département d'origine de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que dans le sud-est, où le parti d'Ousmane Sonko s'empare des départements le long du fleuve Sénégal, de Bakel à Kédougou. RFI. Maurice. Le nouveau Premier ministre demande un audit sur les finances publiques. Accent grave. Maurice Navin Rangolam, nouveau Premier ministre issu des élections législatives du 10 novembre, a annoncé un audit des finances publiques. Alors que son cabinet devrait prendre ses fonctions aujourd'hui, il affirme que les chiffres financiers ont été faussés par l'ancien ministre des Finances. Rangolam s'engage à clarifier la gestion financière et monétaire qui soulève de nombreuses questions. Lors d'un rassemblement à Port-Louis, dimanche 17 novembre, le nouveau Premier ministre annonçait une investigation complète sur l'état des finances publiques. Navin Rangolam a affirmé que les chiffres du ministère des Finances sont faux et s'est engagé à rétablir la vérité.
Selon son entourage, les points critiques concernent les fins de mois difficiles du trésor public, de même que la dette nationale, dont le ratio par rapport au PIB a atteint 79%, un niveau jugé alarmant par de nombreux économistes. RFI. Madagascar. La campagne pour les municipales démarre sans susciter un grand enthousiasme. Accent grave. Madagascar. La campagne électorale pour les municipales prévue le 11 décembre 2024 a débuté. Si plusieurs candidats avaient déjà pris de l'avance ces dernières semaines, en allant à la rencontre de leurs électeurs, ce mardi, nul doute la propagande, comme on l'appelle sur l'île, a bien démarré. Toute la journée, les grandes villes du pays ont vibré au son des sonos installés sur les caravanes de partisans, et ce, dans l'indifférence de beaucoup de citoyens. Pour obtenir l'un des 1695 postes de maire à pourvoir, les candidats vont devoir aborder les vrais sujets de préoccupation des Malgaches puis les convaincre d'aller aux urnes. Un programme très ambitieux. RFI. Djibouti. Des lâchers de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. L'Anophel stephensi inquiète l'Afrique de l'Est. Ce moustique venu d'Asie est le principal vecteur de paludisme dans les villes indiennes et iraniennes. Il est depuis quelques années à l'origine d'une recrudescence de cas de paludisme en Afrique de l'Est. Quand il est repéré pour la première fois sur le continent, en 2012, Djibouti n'avait recensé que 27 malades dans l'année. Depuis, les cas ont flambé. En 2020, plus de 70 000 cas ont été déclarés. Djibouti expérimente un moustique génétiquement modifié. Avec la société britannique Oxitec, qui a un programme semblable au Brésil, des moustiques mâles sont transformés. Ils diffusent ensuite un gène qui empêche leur progéniture femelle d'atteindre l'âge adulte. Or, ce sont les femelles qui transmettent la maladie. Un premier lâcher de 40 000 insectes a eu lieu en mai dernier et d'autres moustiques modifiés sont libérés toutes les semaines depuis octobre et jusqu'en avril. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet pilote et le nombre moustique nécessaire sera déterminé en début d'année prochaine. RFI. Relance de l'économie au Botswana du diamant au cannabis. Le Botswana entend diversifier son économie dépendante du diamant en se lançant sur le marché du cannabis thérapeutique et de l'énergie solaire, annoncé mardi le président de ce petit pays d'Afrique australe, Duma Boko, lors de son premier discours à la nation. Le Botswana enregistre plus de 3200 heures de soleil par an et une moyenne de 21 mégajoules par M2, ce qui est l'une des plus élevées au monde, a-t-il dit. L'énergie solaire a un grand potentiel. Le pays veut aussi commencer à cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques et du chanvre industriel pour se lancer sur le marché international en pleine croissance. Nous prévoyons d'augmenter considérablement notre PIB grâce au cannabis et aux produits liés au chanvre, a déclaré M. Boko, ajoutant « Nous allons créer des emplois dans cette industrie ». AFP. Botswana Conférence économique africaine qui se tiendra à Gaborone. La Conférence économique africaine CEA 2024, un événement majeur co-organisé par la Banque africaine de développement, la